c'est quoi cette musique de merde? C'est exactement ce que je vais pas dire dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Jawai. Bienvenue dans la troisième partie de la vidéo sur la techno. J'ai encore reçu pas mal de messages, franchement merci beaucoup. J'ai eu plein d'échanges super constructifs avec pas mal d'entre vous. Là, la troisième partie, c'est la partie la plus technique, mais franchement c'est ma partie préférée. Cette fois je vous le dis en début de vidéo, pensez à vous abonner, mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Sur ce, je vous laisse sur la suite de cette vidéo. Ensuite on en aura fini avec ce setup là. Maintenant j'ai une belle lumière blanche, on est bien, on est mieux. Sur ce, je vous dérange pas plus, bon visionnage. On va se pencher dans un premier temps sur la nature propre de la techno. De quoi est-ce qu'elle est composée, ses rythmiques, ses harmonies, tout ça. La techno, c'est une musique instrumentale de danse fondée principalement sur un instrumentarium électronique. Un instrumentarium, c'est en gros ce qui va composer un orchestre. Un saxo, une basse, tout ça, là, ensemble, c'est mon instrumentarium. Elle est généralement caractérisée par la présence systématique d'un kick, le nom commun donné par les musiciens techno, c'est-à-dire la répétition régulière d'une pulsation, bien souvent réalisée avec une grosse caisse. Ça, c'est un kick. Ce son qui est de registre très grave structure le discours musical. Tout va vraiment se baser sur ce kick qui est binaire, un temps sur le 2. Alors la mesure, elle est systématiquement en 4 sur 4. Les ponctuations rythmiques du discours, ils vont intervenir que sur des groupes de mesures toujours en multiple de 4. Donc ça va être 4, 8, 16, 32. Qui va donner un aspect vraiment très mathématique finalement, voire géométrique, aussi bien dans son écoute que dans sa production. Quand vous voyez une prod techno sur un logiciel, c'est très mathématique. On a les kicks, les hi-hats. Les divisions ternaires, elles sont plus exceptionnelles et elles se résument bien souvent à un style à part entière qui sera la trance ou la goa, où là on aura toujours le kick binaire, dans laquelle on va rajouter une basse ternaire. C'est ce qui va donner la rythmique, le sentiment de galopade à ce style. Alors un morceau de musique techno, il est souvent composé de plusieurs pistes d'instruments. On aura la piste du kick, la piste de percussion, la piste de ligne de basse, une piste de nappe synthétique, et enfin, la piste d'échantillons sonores divers. Ceci n'est bien sûr qu'un prototype, un instrument peut se décliner en plusieurs pistes, et inversement, plusieurs instruments peuvent être joués sur une seule et même piste. Et pourvu qu'il respecte la hiérarchie dominée par le kick, n'importe quel instrument peut être ajouté au discours de la techno, ce qui va rendre vraiment cette musique particulièrement ouverte et donc riche. La techno, faut vraiment considérer ça comme une éponge sonore. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à l'itinéraire du son techno. On va essayer de résumer un peu schématiquement quel parcours fait la musique techno jusqu'à nos oreilles. La musique elle est tout d'abord produite dans un home studio, un musicien ou un petit groupe de musiciens, rarement supérieur à 3 ou 4 quand on parle de techno. Une fois achevé, étape 2, les morceaux ils sont masterisés, ce qui va permettre au son produit de sonner de la même façon sur tous les systèmes audio et de le rendre plus péchu, plus propre quoi. Étape 3 vient l'étape du pressage en vinyle, qui va permettre au son d'être joué par d'autres DJ. Pourront se procurer les vinyles par le biais d'un réseau de disquaires spécialisés. Les musiques elles peuvent également être matérialisées sur CD, et aujourd'hui beaucoup d'artistes ne partagent leur son que sur les plateformes d'écoute en ligne, sur YouTube, SoundCloud, iTunes, vous connaissez. Étape 4. Les DJ ils vont jouer ces disques en public. Alors il faut savoir un truc, c'est que les DJ, quand on parle de musique électronique et de techno, les DJ ils sont pas forcément compositeurs eux-mêmes, ni l'inverse d'ailleurs. En revanche, certains compositeurs jouent leurs morceaux en direct à l'aide d'une partie ou de l'intégralité de leur matériel de production sur le lieu du concert ou de la fête. On appelle ça un live ou un live act dans le jargon techno. Alors le cœur même de la musique techno, c'est sa rythmique et l'entremêlement des différentes percussions. Bien souvent elle est sans parole et c'est justement ce qui permet sa propagation sans limite. C'est que c'est une musique qui est sans barrière de langue. Donc ça en fait une musique du monde et une musique composée d'inspirations qui viennent des 4 coins du globe. Donc ça en fait une musique du monde. Je vais vous parler maintenant d'une partie anthropologie et sociologie. Il peut faire peur comme ça, dit comme ça. Non mais je te l'accorde, gros, je te l'accorde. La techno, elle, comme sa sœur le hip-hop, elle a un vrai rôle social. Là où le hip-hop est une musique qui décrit, qui combat, qui s'insurge, qui exorcise, la techno fait appel à l'imaginaire et à l'évasion. Véritable échappatoire du week-end, le mouvement techno parvient à rassembler
de plus en plus de monde tout en touchant une cible qui se diversifie au fil du temps. Il y a un constat qui est plutôt sympa à faire. Depuis les années 50, par de multiples façons, les musiques de jeunes ont remis en cause de façon variable la normalité culturelle et comportementale de leur pays. Des beatniks, punk, en passant par les hippies, les différents acteurs ou figures de ces mouvements ont connu diverses formes de conflits avec les autorités, ainsi que des situations d'exclusion, parallèlement à certaines reconnaissances, d'abord commerciales puis artistiques. Un mouvement plus jeune, la techno fut elle aussi rejetée en marge de la société, et c'est exactement là qu'elle finit par trouver sa place, et où aujourd'hui encore, elle plonge ses racines. Je vais aborder un peu ce que j'ai appelé le côté tribal de la techno. Il faut savoir qu'il n'est pas rare de trouver des similitudes entre l'univers techno et celui de certaines tribus. Si on observe une rave, on va retrouver plusieurs pratiques qui peuvent être associées à certains rites chamaniques. Les participants ils se retrouvent en communion dans la nature, dansent pendant des heures, allant jusqu'à atteindre un état de transe, recherché dans certaines pratiques par quelques tribus. La prise de produits psychoactifs, parce qu'on va pas se cacher, voilà, peut également être comparée à celle pratiquée dans certaines tribus d'Amérique latine ou encore d'Afrique. Dans des festivals trans, on peut même trouver des activités chamaniques, comme j'ai pu moi-même l'observer au Psy-Fi Festival qui s'est déroulé à Leeuwarden en Hollande, sur des petites îles et tout, enfin vraiment super sympa, je vous mets une petite photo là. Dans lequel il y avait en fait un espèce de petit village avec des spécialités de bouffe et tout, enfin c'était vraiment génial. Il y avait un endroit où il y avait des tipis et on pouvait faire du yoga, plein de pratiques comme ça. Et donc il y avait un tipi où il proposait de rechercher un état de transe, une sorte de quête spirituelle, en consommant du cacao et en faisant de la méditation. Toutes ces pratiques, elles vont graviter autour d'un seul et même axe, c'est la musique. Donc là, en l'occurrence, la techno, qui sera donc l'élément fondateur du rassemblement. Du coup, on a en droit de se poser une question, c'est est-ce que la musique serait drogue à part entière ? Comme l'explique le docteur Lemarquis, ce système est le même que celui mis en jeu par les drogues. Ceci explique qu'une musique puisse continuer de circuler dans notre tête, même lorsqu'on ne l'entend plus. Faut-il pour autant associer les musiques électroniques à la consommation de certaines drogues ? Alors selon ce même docteur Lemarquis, si quelqu'un écoute une musique qui lui plaît et qu'il absorbe un produit en même temps, il peut y avoir une association. Mais cela fonctionne de la même manière que si vous associez une boisson à un événement de votre vie. En effet, nul besoin de drogue pour se laisser entraîner par la techno. Pour s'évader, la musique se suffit à elle-même. Ça c'est envoyé. Mais alors, plusieurs questions émergent. Mais oui, Jamy. Bouge pas, on arrive. Pourquoi n'avons-nous pas besoin de refrains dans nos morceaux ? Voilà une bonne question. Quel rythme de vie avons-nous, finalement ? Comment une musique de solitaire peut-elle déchaîner une telle énergie collective ? Oh, ces questions, j'adore. Nancy Baker, du collège Ursinus de Pennsylvanie, ils ont fait passer un exercice physique à des enfants de 9 à 11 ans, à des adultes de 18 à 55 ans, et ensuite à des seniors âgés de 60 à 80 ans. Les participants, ils devaient réaliser une performance de 2 minutes sur un vélo d'appartement. Alors je pédale avec les mains, hein. On voit pas mes pieds donc. Le but étant de faire la plus longue distance possible dans le temps imparti. Un tiers du panel a passé ce test sans musique, un autre tiers l'a passé avec une musique douce, et enfin, le dernier tiers a quant à lui réalisé le test avec de la musique techno. L'étude a révélé que la techno avait un effet dopant sur l'organisme, puisque les participants qui ont passé le test en écoutant cette musique ont réalisé une distance de 1,65 km, tandis que les autres ont fait 1,2 km. En l'absence de musique, 1,5 avec de la musique douce. Ce résultat fut observé aussi bien sur les sujets les plus jeunes comme sur les plus âgés. Une seconde étude a, elle, révélé qu'en écoutant de la musique avant un effort physique, mais en l'arrêtant juste avant de commencer, on obtient également une amélioration des performances sportives. Selon les chercheurs, le rythme de la musique prépare le cœur à l'effort, qui est d'autant plus remarquable avec la techno. Alors je vais vous parler maintenant de l'espace comme source d'inspiration. Il faut savoir que notre environnement, comme là, moi, mon studio ou mon appart, c'est un facteur clé de toute forme d'art ou de tout ce qu'on fait dans la vie. Et l'environnement, c'est un facteur clé aussi dans ce mouvement, et ça se ressent aussi bien du côté des musiciens que du côté auditeur. Commençons par l'influence au sein de la production musicale. Un compositeur japonais contemporain, Joji Yuasa, je ne suis pas japonais donc, il a démontré la richesse d'une mise en perspective spatiale de la musique. En gros, il a fait une œuvre pour quatuor à cordes intitulée Chronoplastique en 1960. Elle a été écrite à partir de relevés topographiques de courbes de niveau, de sorte que les événements musicaux se succèdent comme des accidents de terrain. C'est un truc de baiser. C'est la preuve même d'un échange fécond où la musique se compose de et par l'espace géographique. Donc là, on peut pas faire plus parlant. Certains observateurs se demandent à quel point
L'espace quotidien d'un musicien peut intervenir dans sa façon de composer. Lorsqu'on parle d'espace du quotidien, on doit entendre deux choses. D'une part, l'espace au sens géométrique, dimension et métrique, et biophysique du terme. Une forêt, un estuaire, une vallée alpine. Et d'autre part, l'espace social, c'est l'espace domestique, l'environnement culturel. Alors ce dernier étant l'espace le plus important, donc l'espace social, ce qui correspond à une sorte de matrice de composition, ou si on veut, milieu d'inspiration. On peut absorber alors un effet de lieu. On a l'habitude de dire que la musique techno, elle est née dans l'imaginaire des pionniers de Détroit, dans les bruits répétitifs issus des machines, des manufactures et de l'automobile. Je vous ai expliqué tout ça dans la première vidéo. Un auteur comme le musicologue israélien Yitzhak Sadai va aussi dans ce sens en proposant au sujet de la musique italienne l'hypothèse de l'existence d'une composante ethno-géographique en ce qui concerne l'orientation et la relation que l'on peut avoir par rapport à l'espace musical. Ok. En gros, l'existence d'une relation directe entre les lieux de vie des musiciens et la couleur de leur musique. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple d'artiste techno qui tire énormément profit de son environnement, c'est Jeff Miles. Donc lui, c'est vraiment un incontournable, c'est vraiment un pionnier du mouvement techno. Et lui, il a vraiment envoyé la techno à balle. Il est considéré comme un génie aussi, il a retourné les machines modulaires, des machines synthétiques et synthé, ce que vous voulez. Il les retourne dans tous les sens. Il a fait un projet qui s'intitule Intuition Project. Il a été enregistré à Amiens, dans la maison où habitait Jules Verne. En gros, Jeff Miles, il a été pendant quelques jours s'imprégner de l'atmosphère des différentes pièces de la maison. Il a enregistré dans la maison de Jules Verne en fait. Il a voulu choper vraiment l'ambiance et l'acoustique qui est vraiment particulière dans le bureau de Jules Verne dans lequel il passe la plupart de son temps à écrire. Jeff Miles nous dit à propos de cet album qu'il a enregistré: il y a des secrets dans cette pièce. Il n'y a aucun autre endroit dans le monde comme cette pièce. C'est un sentiment particulier d'être ici, surtout quand on sait tout le temps que Jules Verne y a passé à penser ou à faire ses recherches avant d'écrire ses histoires, pour expliquer aux gens comment sont le monde ou l'univers. Mais il faut savoir que l'artiste de Détroit, il en est pas à son coup d'essai. Voilà, moi je parle d'Amiens parce que voilà, 8-0. Mais en fait, il avait déjà testé ça avant. Il l'a fait une fois à Amsterdam, dans le bureau d'un célèbre peintre hollandais, Rembrandt. Cet album-là, lui, il a été réalisé en 2015 et il faisait partie du projet Amsterdam Dance Event. Le Japon a lui aussi également accueilli Jeff Miles pour enregistrer un album. Et cette fois, c'était dans l'atelier du célèbre dessinateur de manga, Osamu Tezuka. Ces projets-là, ils illustrent vraiment parfaitement l'aspect socio-géographique, comme je l'ai dit, qui est un facteur clé dans la recherche d'inspiration des artistes, aussi bien en techno que dans tout autre style et toute forme d'art. On va passer maintenant côté auditeur, vous et moi, écoutons de la musique. Alors cette fois, c'est pas compliqué vraiment de remarquer que ton environnement, il influence ton écoute. Le paysage et les personnes qui nous entourent, météo, l'heure de la journée, ça c'est des facteurs qui vont être des facteurs clés de l'expérience finale que tu vas tirer en écoutant une musique. Pour exemple, un des plus beaux festivals auxquels j'ai assisté, c'était le Hadra. C'est un festival d'art psychédélique, principalement axé musique trans, mais il y a aussi d'autres styles de musique sur plusieurs scènes. Moi j'ai eu la chance d'assister à la dernière édition du Hadra qui était à Lens-en-Vercors, donc dans les hauteurs à Grenoble. On est à, je sais pas, entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. Il caille bien la nuit, mais la journée était royale quoi. Juste le décor était incroyable. Je crois que c'était une édition spéciale Chine, donc il y avait un énorme dragon, deux énormes dragons au-dessus de la scène. Et puis au lever du jour, bah, t'as la vue sur la vallée, la montagne, enfin... Là, tu te laisses vraiment emporter par l'ensemble de ce que tu vois et tu entends en fait. Il y a une vraie synchronicité dans tout ça. Il y a aussi un collectif aujourd'hui qui met beaucoup en avant l'association du décor et de la musique. C'est Cercle, c'est une chaîne qui invite des artistes techno, faire des lives sur YouTube dans des lieux de fou, dans le château de Fontainebleau, en haut de la Tour Eiffel. Moi j'en ai un en tête, c'est FKJ sur la mer de sel ou je sais plus quoi. Enfin, magnifique, le mec il joue dans les nuages. Donc là c'est aussi encore un exemple de l'association de la musique et ton environnement. Alors maintenant je vais me poser une question. Est-ce que une autre musique que la techno aurait pu être la bande sonore de ce mouvement-là? Alors il faut savoir que rien n'est dû au hasard. Je trouve que la techno elle colle parfaitement aux idées utopiques qui accompagnent sa diffusion. Le processus de composition y rejette toute forme de propriété privée. L'utilisation du sampler permet aux artistes de prélever des extraits où bon leur semble. Même dans d'autres musiques, tu peux les empiler, les réadapter, les modifier, les faire tourner en boucle, les imbriquer, enfin voilà, tu fais ce que tu veux. Quand un artiste y réalise un morceau techno, c'est pour la communauté entière. Un DJ s'en emparera tôt ou tard pour faire des remixes, ça c'est la clé. Tout le processus, il est assez horizontal et bien loin de l'image de propriété du morceau telle qu'on la conçoit dans d'autres univers, dans d'autres musiques en fait. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je pense que je reparlerai de la techno mais un peu plus tard. C'est vrai que je vous ai donné quand même beaucoup d'informations en l'espace de 3 vidéos. La semaine prochaine on va se détendre un peu, je vais partir sur un format un peu plus léger. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le redis, c'est la meilleure façon de me soutenir. Pour toutes les questions, remarques, critiques, suggestions, n'oubliez pas en commentaire encore une fois. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, salut.
Attends. C'est bien.